bonsoir. Ça va? Vous m'entendez bien? Je ne suis pas habitué de parler directement sans quelqu'un qui présente, enfin la rencontre ou un animateur, mais on va essayer entre nous. Ça, c'est la première fois où vous venez à la Fondation Michalski? Vous la connaissez? Moi, ça, c'est la première fois. Et je me sens très bien ici. J'aime bien l'harmonie et l'énergie de cet endroit. Alors, je dis ça pour qu'il me invite. En fait, c'est marrant parce que j'ai bossé ici pour écrire un roman. C'était il y a quelques mois. Eh bien, c'était comme par hasard où je suis tombé sur le site de la Fondation. Et d'un seul coup, je reçois un mail comme quoi que le dossier était accepté. Je n'ai pas deviné que ça serait accepté. Eh bien, et là, je me trouve ici, ça fait 3 jours. Et là, on est ensemble. Je trouve que c'est marrant quand même. Tout arrive comme ça, par hasard. Et cet hasard, mais comme il dit Paul-Éluard aussi, il n'y a pas de hasard, mais il n'y a que des rendez-vous. C'est une très belle phrase de ce super poète que je considère mon poète préféré depuis quand j'étais en Syrie. Est-ce que vous entendez bien? Super. Parce qu'en fait, cet hasard ou cette rencontre imprévue, ou une vie imprévue même, peut faire partie de la vie d'un exilé, ou même c'est l'essentiel de la vie d'un exilé. Il y a 12 ans, quand j'ai quitté la Syrie, du jour au lendemain, je n'ai jamais pensé qu'un jour je serais en France, un jour je parlerai en français, un jour je serai ici ou ailleurs. C'est incroyable parce que, comme des milliers de réfugiés à l'époque, même des centaines de milliers de réfugiés, on est sorti sans rien penser, sans rien préparer. Nous voulions seulement sauver sa peau. Personnellement, je voulais juste m'échapper d'un régime fasciste, celui de Bachar el-Assad, car au début de la révolution, qui faisait partie du printemps arabe, j'étais engagé dans un groupe politique qui s'appelle Nabod. Et mon travail à l'époque, c'était comme journaliste et communautaire, faisait la communication entre les communautés syriennes, parce qu'on avait la peur qu'une guerre civile se déclenche. Vous savez, les dictateurs profitent toujours de la diversité d'un pays, et c'était le cas en Syrie. La diversité pourrait être une très belle richesse, mais aussi pourrait être un danger, car on est dirigé par un dictateur. Ce groupe, malheureusement, a fini par être attaqué par les services de renseignement. Vous savez, le régime de Bachar el-Assad avait et a toujours peur des jeunes démocrates qui représentent une nouvelle idée pour ce pays, qui n'a rien à voir ni avec les islamistes, ni avec sa propre propagande. À la fin, en fait, à l'époque, c'est marrant parce qu'on a vécu les moments les plus graves de sa vie, les plus atroces, mais aussi les plus belles. Il y a une phrase de Nietzsche que j'aime bien. Il dit si vous voulez récolter le plus beau de l'existence, vivez en danger, parce que le danger dévoile les côtés les plus beaux chez l'être humain. Et on a découvert ces côtés, cette solidarité entre le peuple syrien, cette ouverture entre les communautés, surtout chez les jeunes. Eh bien, mon travail à l'époque, c'était de filmer les manifestations et participer à l'organisation de ces manifs. Et on avait un grand rêve, c'est construire ce pays, c'est de sentir pour la première fois qu'on est des citoyens comme tout le monde sur cette planète, avoir des rêves, avoir une liberté d'expression, avoir une démocratie, choisir nos dirigeants. Après avoir passé 50 ans sur un régime fasciste depuis l'année 63 jusqu'à aujourd'hui. Je vivais dans une ville, dans un quartier à la vieille ville de Homs, qui était entouré par des checkpoints et des services de renseignement et de l'armée syrienne, l'armée du régime. Et je pense que je croyais à cette idée documenter, archiver la mémoire de ce pays qui s'appelle la Syrie, afin que ce ne soit pas oublié. Parce qu'à l'époque, on pensait que le monde allait nous sauver au bout d'un moment. Il était impossible au XXIe siècle qu'un régime fasciste massacre son peuple devant le monde entier. Plus tard, on a découvert si c'était normal, parce que malheureusement, la guerre fera toujours partie de l'homme, alors en général. Fin de l'année 2012, j'ai quitté la Syrie parce que j'étais découvert à travers mon numéro de portable pour les services de renseignement. Donc j'étais fiché S. Et en fait, tous mes camarades qui étaient arrêtés, soit ils étaient tués dans la prison, ceux qui sont sortis
sont sortis complètement détruits sur le plan physique ou psychologique à cause de la torture et les menaces. Ou ils sont aussi échappés. Donc la Syrie est devenue vide des militants démocrates. Elle était vide, était remplie des milices islamistes engagées pour les Blancs des frères musulmans, rémunérés et soutenus par Qatar ou certains par l'Arabie saoudite. D'autres sont engagés pour le régime de Bachar al-Assad soutenu par l'Iran. Le départ de la Syrie était incroyable. Vous savez, quand on décide de quitter tout d'un seul coup, de quitter sa famille, de quitter ses amis, de quitter sa maison, de quitter son quartier, de quitter sa mémoire, autrement dit. Personnellement, je pensais que ça ne va pas durer plus que 2-3 mois, puis je rentre en Syrie. C'était tellement évident pour moi. Et il y a des moments inoubliables quand on vit cet événement. Ça dure toute sa vie. Et ça fait partie essentielle de sa mémoire à l'exil. Le moment, par exemple, de s'échapper de la Syrie vers la Jordanie, un pays au sud de la Syrie. On devait marcher pendant des heures et des heures dans l'obscurité, et sans faire aucun bruit, car il y avait un radar de la police du régime d'Assad juste à côté, ils pouvaient nous découvrir, et on pouvait être tous éliminés. J'étais pas seul, il y avait d'autres gens, bien sûr. Ce qui était, après avoir marché pendant très longtemps dans les montagnes, parce que c'était un chemin clandestin, d'un seul coup, on se trouve en Jordanie. C'est-à-dire, on a déjà traversé les frontières. Et qu'est-ce que c'est les frontières? Il s'agit d'un câble jeté sur le sol, sur la terre. On ne le trouve même pas, on ne le voit même pas. Le paradoxe, c'est qu'en Syrie, on était menacés à mort, tous. Une fois à l'étranger, c'était la première fois pendant des mois et des mois, je me sentais en sécurité car la police syrienne ne peut pas tirer sur la terre jordanienne, sinon ça va déclencher une guerre entre les deux pays. En Jordanie, après avoir passé une période dans un camp pour les réfugiés syriens, en fait, j'ai raconté cette histoire dans un livre, ça s'appelle Le Petit Touriste. Je ne vais pas tout raconter comme ça vous l'achetez. Et j'avais une histoire avec la police jordanienne. Parce que vous savez, malheureusement, la majorité des polices au Proche-Orient, ils sont tous pareils. Ils nous arrêtent, ils nous torturent, et puis ils nous disent « Nous sommes désolés, c'était une erreur ». Après avoir été libéré de la prison, je me sentais plus en sécurité. Je me disais « Je n'ai pas quitté la Syrie, je n'ai pas fui la police syrienne pour être arrêté par celle de la Jordanie, tellement sauvage, tellement cruel ». Alors, à ce moment, je pensais à une seule question, où j'allais, comment je continuerais ma vie. Et j'étais tout seul, même ma famille n'était pas au courant en Syrie que j'ai quitté le pays parce que c'était tellement dangereux de communiquer avec quiconque à l'époque. Et j'ai hésité en fait où j'allais. Premièrement, au début, je pensais à l'Allemagne, car j'avais un ami à Berlin. Et je ne parlais pas l'allemand, bien sûr. Et puis, je pensais à la France. Et pourtant, je ne parlais pas français non plus. Mais je pensais à la France car l'image de la France au Proche-Orient, c'est le pays qui protège le plus les réfugiés politiques, surtout journalistes. À Paris, on a Reporters sans frontières, etc. Et aussi, il y a une autre image de la France tellement marrante, qui est vraie aussi, mais d'une partie, au Proche-Orient. C'est le pays de la littérature, le pays de l'amour, le pays de la douceur, du romantisme. Vous savez, ça vient des années 70 avec le cinéma, ça c'est l'influence française au Proche-Orient. Et on a toujours gardé cette image. Après, c'est relatif d'une classe sociale à une autre. Mais pour moi, c'était ça la France. C'était l'amour, c'était la scène, c'était la douceur, le romantisme. Et les Français sont très très polis, sont très cool. Pourtant, j'avoue, arrivant à Paris, les premiers mots que j'ai appris de la langue française, c'était « putain, fiché, j'en ai marre ». Où tout le monde disait ça, et je ne savais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai répété comme tout le monde. Après, j'avoue que j'avais de la chance, car être réfugié, c'était très difficile pour beaucoup de monde, surtout les Syriens. Mais à l'époque, là, je parle de l'année 2012, c'était très simple, c'est-à-dire que je n'ai pas traversé la mer, je n'ai pas souffert, j'avais vraiment de la chance. Et l'ambassadrice était très sympathique.
Enfin, le lendemain, je suis tombé à Paris. Et là, quand j'étais dans l'avion entre la Jordanie et pendant 4 heures et Paris, je fantasmais tout le temps sur cette France que j'allais découvrir, cette France de la douceur, cette France de Paul Éluard, cette France des chansons, cette France de Barbara, d'Edith Piaf, où tout le monde danse dans la rue, où tout le monde est très content, le théâtre, le cinéma. Et la première image de la France que j'ai découverte, c'était le RERB. En fait, le RERB, c'est comme un train, c'est un train entre l'aéroport Charles de Gaulle et Paris. Enfin, et c'est vraiment un train qui ressemble à l'aurore. Il est horrible. Et en fait, il klaxonne très vite, d'une manière un peu bizarre. Et c'était très tôt le matin, c'est vers 5 heures de mat', et j'ai vu que tout le monde était en train de courir dans tous les sens. Et j'avoue que j'avais l'impression qu'il y avait un attentat à Paris. J'ai couru, j'avais très peur. Après, j'ai découvert bien plus tard qu'il faut courir en Europe. Si on ne court pas, on sera écrasé. Parce qu'au Proche-Orient, on s'en fiche. On est tranquille, même on ne regarde pas le temps. Vous imaginez si, par exemple, une rencontre se déroule au Liban, en Syrie. Ici, il m'a dit tout à l'heure, Thomas, qu'on doit commencer à 19h pile parce qu'on est en Suisse. Alors, en France, on commence normalement à 19h15. On a le quart d'heure de la politesse. En Syrie, on commence à 21h, on s'en fiche. Et on finit à minuit, puis on va dîner tout seul, on s'en fiche ensemble, on passe le temps, puis on va dormir, voilà. C'est vraiment le chaos. Oui. Évidemment, c'est un mode de vie. C'est ça, en fait, le défi, quand on doit être intégré dans une nouvelle culture, un nouveau pays, une nouvelle société, qui a un mode de vie complètement différent. En France, la plus grande difficulté que j'ai découverte, c'était la langue française. Car en Syrie, vous savez, on était sous le mandat français pendant 27 ans, entre 1922 jusqu'à 47. Et la langue française n'est pas considérée comme une langue désirable, c'est une langue de la colonisation. Donc à Paris, je devais apprendre cette langue. Et la difficulté n'était pas seulement dans la langue, mais aussi dans la situation d'un réfugié qui vient sortir d'une guerre, qui a passé toute sa vie, parce qu'en Syrie, j'ai étudié la littérature arabe, la langue arabe, j'ai passé toute ma vie dans la langue arabe, j'écrivais de la poésie arabe, etc. Et la langue arabe vient d'une famille complètement loin de français. On n'a rien à voir. En arabe, on écrit de droite à gauche. En arabe, on a seulement 3 temps. On a le passé, le présent, le futur. En français, on a 80 temps peut-être. On a beaucoup de temps. Même les voyelles étaient très difficiles à prononcer, mais c'était un défi en fait. Parce qu'à travers la langue, une fois qu'on la pratique, ça change tout. Une fois qu'on pratique une langue, on décide de rester sur ce territoire. Et c'était ça aussi la question à l'époque. Est-ce que j'allais rester en France? Est-ce que j'allais ailleurs? Est-ce que la guerre finira bientôt, dans 2, 3, 4 mois, 1 an? Puis je rentrerai en Syrie. Est-ce que c'est très difficile? Et au bout d'un moment, il faut apprendre la décision, car on ne peut pas vivre ici et ailleurs en même temps. C'est impossible. Et vu que la langue française était difficile pour moi, ça m'a encore plus excité. C'était ma propre révolution à apprendre cette langue, même si je parle. Donc j'étais vraiment débutant. Je commençais avec les lettres en français. Et c'était au début de l'année 2013 où la préfecture de police m'a inscrit dans une salle, dans un collège réservé pour les débutants en français. Donc j'entrais au collège avec les gamins. J'avais l'impression d'être vraiment un gamin. Et c'est marrant parce que aussi ça ressemble à la vie d'un réfugié qui doit recommencer sa vie de zéro. Et à l'époque, je passais mon temps entre la langue française et les papiers administratifs comme un demandeur d'asile, parce que l'administration française est très simple. C'est pas en Suisse, c'est simple ou compliqué? C'est très curieux. Ça dépend. Ouais. Plus qu'en France? Plus simple. Donc je vais demander l'asile politique chez vous alors, comme un souffrant de l'administration française. Et en fait, j'avoue que la langue de l'administration française, je souffre de cette langue jusqu'à aujourd'hui parce que pour moi, ça ressemble au chinois, c'est pas français, c'est trop bizarre. Mais plus tard, j'ai commencé à m'adapter à ce mode de vie, à la langue, aux gens, aux endroits où je vivais. Je commençais à faire des amis. Et à l'époque, je continuais à écrire en arabe des articles et de la poésie.
Lorsqu'un jour, vous savez, il y a toujours des événements qui changent sa vie, qui nous fait penser à un événement tellement loin, peut-être de l'enfance, de l'adolescence, ça se déclenche d'un seul coup. Et on avait oublié cet événement pendant des années et des années. Mais quelque chose, une rencontre, peut-être un événement simple, déclenche un autre événement, et cela peut nous changer aussi. Et cela, c'était juste après l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Cet attentat a réveillé une longue histoire de ma vie qui date à mon adolescence, où je vivais en Arabie Saoudite avec mes parents. C'était à la fin des années 90 au Proche-Orient. On vivait dans une ambiance très compliquée. Vous savez, l'attentat en Arabie Saoudite, quand j'y étais, j'avais 14 ans, quand l'attentat de 11 septembre a eu lieu. Et on était une génération manipulée par la propagande d'Osama Ben Laden, d'Al-Qaïda, des islamistes, des djihadistes d'Afghanistan. Et c'était, moi j'accuse toujours la chaîne Al Jazeera, qui tournait en boucle les reportages d'Osama Ben Laden, en le considérant comme le héros qui allait nous sauver du monde occidental, d'Israël, du sionisme, etc. Et malheureusement, on vit ça aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, avec la guerre actuelle. Bon, la guerre actuelle est tellement compliquée depuis le 7 octobre. Et c'est marrant par rapport à cette guerre, c'est pas marrant quand même, mais c'est très paradoxal, car une fois qu'on l'aborde, on doit toujours prendre un côté noir et blanc, avec ou contre, comme si on regarde un match de football, on doit être de côté israélien, de côté palestinien, de côté de Hamas, de côté de Netanyahu. C'est horrible quand même. Et on a complètement oublié, on oublie de plus en plus qu'il y a des civils, des gens, des êtres humains qui meurent, des enfants qui meurent tous les jours. Donc est-ce qu'on peut pour une fois dans une guerre être de côté de victime, peu importe de quel côté? J'espère quand même. À l'époque, en fait, j'étais manipulé comme tous les jeunes par ce discours. Je considérais Osama Ben Laden comme la figure, comme l'icône, comme le héros. C'est horrible de dire ça aujourd'hui, mais c'est possible quand même. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je viens de dire, il y a des jeunes qui continuent à être manipulés par ce discours. Et donc, cet attentat a déclenché cet événement de ma mémoire où j'ai écrit mon premier récit qui s'appelle Le Petit terroriste, sur comment en fait on est tombé dans ce piège et comment j'en suis sorti plus tard grâce à beaucoup de choses, grâce à la lecture, grâce aux questions. Je pense qu'une fois qu'on doit sortir d'une idéologie, on commence par poser des questions. Ce qui est terrible dans l'islam intégriste, c'est que les questions sont interdites. On ne doit pas réfléchir, on doit suivre le texte tel qu'il est. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le moment qui m'a réveillé de cette idéologie, c'était au moment de pèlerinage, où j'étais à la Mecque. Car je pensais toujours à ça, je me posais beaucoup de questions. J'avais 15 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'on faisait ici? Pourquoi il y a 3 millions de pèlerins dans une ville où il faisait 50 degrés? On doit tourner autour d'un bâtiment qui s'appelle le Kaaba, on doit monter dans une montagne pour être plus proche de Dieu. J'avais l'impression que c'était comme un hôpital psychiatrique. Oui. Et c'est ça la religion parfois, pour être vraiment un hôpital, pour être la folie quand même. Oui. Et donc, j'ai écrit ce livre en arabe et puis je cherchais un traducteur à l'époque. Lorsque j'ai rencontré mon ex-éditrice, Chef Lamarion, qui m'a proposé d'écrire ce récit en français. Et c'était tellement bizarre, c'était en 2017, pardon. C'était bizarre parce que je venais d'arriver dans la langue française. Et à l'époque, c'était vraiment pas évident. Mais pour elle, quand elle m'a entendu parler, elle m'a dit que je pouvais créer mon propre style dans la langue de Paul Éluard, pas comme réfugié politique, mais comme un réfugié linguistique. Et l'idée m'a tellement été éblouissante quand même, m'a tellement excité. Donc j'ai réécrit le livre en pensant en français. Et ça, c'est un passage incroyable quand on commence à penser dans une nouvelle langue, à rêver dans une nouvelle langue, on est réfugié dans cette langue. Autrement dit, on trouve une nouvelle identité à travers cette langue. Et cette identité est toujours sur place jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je pense et j'écris et je rêve en français. Et cela ne veut pas dire qu'on a oublié notre langue maternelle. Je dis toujours que je pleure en arabe, parce que la langue arabe reste la langue de la mémoire, la langue de ma mère, la langue de ma grand-mère.
Plus tard, cet événement aussi, c'était tellement remarquable, cette rencontre avec mon ex-éditrice, mon ancienne éditrice. Et plus tard, j'ai écrit plusieurs livres en français. Le dernier s'appelle Être français, parce qu'en 2022, j'ai obtenu la nationalité française. Et c'était marrant quand même, comment on demande une nationalité en France, comment on l'obtient. Encore une fois, l'administration, vous voyez, le quotidien. Pourtant, c'est dingue, c'est tellement dingue, parce que quand on vient d'un pays dirigé par un régime dictatorial et on apprend une nationalité d'un pays démocrate, c'était la première fois pour moi où je me sentais vraiment un citoyen, où ma voix compte. C'est-à-dire, j'ai obtenu la nationalité française depuis 2022 et j'ai voté quelques mois plus tard. Pourtant, à l'époque, quand je parlais à mes amis, tout le monde parlait des élections présidentielles. Je disais qui allait voter, tout le monde s'en fichait un petit peu, vous voyez. Parce qu'il y a un désespoir. Et surtout qu'aujourd'hui, en France, on ne vote pas pour, mais on vote contre. On a perdu la confiance à nos dirigeants pour beaucoup de raisons. Mais pour moi, c'était magnifique. C'était comme un rencard aller voter. Vous voyez, parce que c'était pour la première fois de ma vie, j'allais voter. Et c'était une histoire incroyable d'être citoyen dans un nouveau pays. Et je pense que de cette manière, on peut valoriser le pays d'accueil. On peut la voir peut-être autrement des gens qui sont nés ici, ont grandi ici. C'est pareil pour vous, par exemple, maintenant, ceux qui ne sont jamais allés à Damas. Si on va maintenant à Damas, vous allez voir des choses que moi, je n'ai jamais remarquées. Oui. Je pense que alors, il y a effectivement ce qui nous rapproche de pays d'accueil, c'est d'abord pratiquer, pour moi, pratiquer l'écriture. C'est de cette manière que je peux me trouver, où je me vois comme un Français. Et en français, ça n'a rien à voir avec être, par exemple, nationaliste, parce que c'est ça ce qui est triste aujourd'hui aussi, quand on dit qu'on aime son pays, on aime ses valeurs, on aime ses principes, on aime la République, on est considéré des fois comme des gens nationalistes. Cela, à mon avis, cela n'a rien à voir. D'ailleurs, excusez-moi, je dois juste voir l'horaire parce qu'on est en Suisse, on a seulement 1 heure. Ok, je vais parler encore 5 minutes. Ça va? J'espère que je ne vous ennuie pas trop quand même. Eh bien, en fait, je pense que l'écriture, comme on voit beaucoup de choses dans son nouveau pays, dans son pays d'accueil, on peut créer des relations humaines de toutes les nationalités. D'ailleurs, moi, j'ai de la chance de vivre à Paris, parce que Paris, c'est une ville d'une grande diversité, de beaucoup de nationalités. Et on devient de plus en plus tolérant et on traite l'être humain, pas à travers son origine ni à travers sa langue, là on s'en fiche complètement, mais à travers ses valeurs, à travers l'influence avec cette personne. Et la poésie, surtout, ajoute cette tolérance aux relations humaines. Oui. D'ailleurs, par rapport aux élections, c'était marrant parce que j'ai passé une période très marrante, très drôle. C'est qu'à l'époque, juste avant, j'étais sur une application des rencontres, Tinder. Je ne cache rien. Ah bon, là, je ne suis plus sur Tinder. Mais j'ai contacté une femme, là, juste pour vous raconter à quel point ça influence les relations humaines en France aujourd'hui. C'est pas en Suisse, vous allez me raconter, mais à quel point les engagements politiques, ce qu'on a vécu horriblement ces derniers mois, avec les élections législatives, même européennes auparavant, à quel point ça influence les êtres humains, enfin les relations humaines. Entre amis, on perd des amis, Et cela, on l'a beaucoup vécu aussi depuis la guerre de 7 octobre. Mais la guerre, c'est une guerre, mais les élections, quand même. Eh bien, je suis sorti avec une femme, c'était juste avant, c'était le mois de février 2022. Et au moment d'un rencard, qu'est-ce qu'on fait quand même? On raconte des histoires, on parle de soi. Moi, j'ai choisi une terrasse très belle à Paris. J'ai porté mon plus bel costume. C'est pour séduire quand même. Eh bien, dès le début de la soirée, cette femme a commencé à me parler de Mélenchon. Elle m'a parlé de Mélenchon pendant 2 heures. Elle m'a parlé que de ça. Parce qu'une fois qu'elle a su que je venais d'obtenir la nationalité française et j'allais voter, elle a tout fait pour me convaincre de voter Mélenchon. D'ailleurs, elle n'appelait pas Mélenchon, elle l'appelait Méluche. Et elle était fan de Mélenchon, Mélenchon a fait, Mélenchon. Et moi, ça m'a un peu saoulé, en fait.
parce que je voulais entrer au sujet, je voulais la découvrir d'une manière ou d'une autre. Je ne l'ai pas promis de voter Mélenchon, mais j'étais un peu déçu. Puis, on apprend à Uber, et là, il continue à parler de Mélenchon au chauffeur d'Uber, à le convaincre de voter Méluche, parce que Borrell va sauver la France, va construire la 6e République, et s'il ne gagne pas, on sera tous foutus, on sera tous morts. Arrivant, d'ailleurs, le chauffeur lui a dit que non, moi je ne vote pas la France insoumise, parce que Borrell, c'était quoi l'idée? C'est qu'à la place que le chauffeur travaille jour et nuit pour les capitalistes, il serait salarié. Pour lui, c'était beaucoup mieux qu'il ne soit pas salarié parce qu'il gagne plus. Oui. Eh bien, ça l'a rendu aussi triste. Arrivant dans son appartement, on a passé une super soirée en fait. Arrivant dans son appart, je trouve un grand portrait de Mélenchon au fond de la salle. Et on s'assoit sur le canapé, puis on boit un dernier verre. D'ailleurs, on était un peu ivres. Puis on s'embrasse et j'avais l'impression d'être en train d'embrasser Mélenchon. C'était horrible, vraiment. Et en fait, c'est pas trop sexy de faire rouler un bel à Mélenchon, j'avoue. Je me suis excusé et je suis parti très vite, en fait. Je me suis échappé, si vous voulez dire. Plus tard, j'ai rencontré pas mal de gens à l'époque. Et une fois qu'ils savaient que je venais d'obtenir la nationalité, ils faisaient tout pour me convaincre de voter pour qui, pourquoi, quand, etc. Et si je n'acceptais pas, ils étaient déçus. C'est ça l'intensité qu'on vit aujourd'hui, vous voyez. C'est-à-dire, si on n'est pas d'extrême gauche, ça veut dire qu'on est d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus extrémiste. Et à mon avis, je trouve que c'est vraiment dangereux. Est-ce que je peux lire un extrait de mon livre? J'aimerais bien, ça m'a fait penser en fait la parole de la nationalité. Ça m'a fait penser comment on obtient la nationalité française. Est-ce que quelqu'un vient de la France? Putain. Pardon. Non, peut-être ça va être plus cool parce que... Ah oui, il y a Philippe aussi. Peut-être vous comprenez plus de quoi je parle. Alors, en fait, c'était le matin où j'avais l'entretien à la préfecture de police après quand mon dossier comme demandeur de la nationalité était accepté. Il y avait un entretien et selon cet entretien, ils vont décider s'ils vont accepter la nationalité ou pas. Je mets mon blue beau costume. Je mets toujours des beaux costumes. Je taille bien ma barbe et je me regarde dans le miroir. C'est un grand jour. Ce que tu vas dire aujourd'hui va décider de ton avenir en France comme citoyen français. Ce matin parisien de janvier 2021 est glacial. Mais je marche avec beaucoup d'enthousiasme. La peur qu'un babier vienne à manquer me pousse à vérifier une énième fois. Je n'ai rien oublié, j'en suis sûr et certain. Mais le doute persiste toujours. Dans la salle d'attente, je pense à Sisyphe et à mon rocher administratif. Va-t-il retomber? Une dame masquée, Covid oblige, aux yeux souriants, m'accueille. J'aurais beaucoup aimé voir son visage en entier pour qu'elle m'accompagne plus tard lorsque je me remémorerai ce moment. Pendant qu'elle fouillette mon dossier, elle me pose une question directe et simple. Pourquoi vous voulez être français? Pourquoi pas? Je vis ici, mes amis sont ici, je travaille, j'écris en français. Vous avez raison, répond-elle. Puis elle me demande de citer 3 grandes dates de l'histoire de France qui m'ont marqué. Je pense tout de suite au 24 mars 2012, celle de mon arrivée en France. Mais je ne sais pas si elle apprécierait cette plaisanterie quand même. Alors, j'ai choisi 1905, 1958, 1968. Je veux lui expliquer ce qui s'est passé alors. Mais elle m'interrompt d'un signe de la main. C'est bon. Que pensez-vous de la laïcité? Alors, j'aborde la loi de 1905, la séparation entre l'Église et l'État. Elle me coupe. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'interdiction de porter des signes religieux dans les établissements scolaires, par exemple. Je parle de votre opinion, monsieur. Moi, j'adore la laïcité. Ben voilà, c'est tout. Merci. Maintenant, vous devez attendre. Si votre dossier est refusé, vous aurez une réponse de la part de la préfecture dans 1 mois. Et s'il est favorable, il va automatiquement au ministre de l'Intérieur et vous aurez la réponse dans 10 mois à 1 an.
Fin novembre, un soir, dans mon studio, je me suis rappelé que ça faisait 2 jours que je n'avais pas ouvert ma boîte aux lettres. J'y trouve une enveloppe blanche que j'ouvre en montant l'escalier. Dedans, un papier signé par le président de la République, un autre par le ministre de l'Intérieur. Les deux me souhaitent la bienvenue en France. Comme compatriote, est-ce que je me fais des illusions à cause des verres de vin consommés plus tôt dans la soirée, ou cela est-il réel? Arrivé dans mon studio, je relis tout, mot après mot. Les larmes aux yeux, les taux d'hormones grimpent dans mon sang. Je suis envahi par la dopamine. Je suis un vrai citoyen français désormais. J'envoie des textos à tous mes amis. Je suis français, mes compatriotes. Depuis que je suis sorti de la Syrie, je n'ai pas revu ma mère. C'est à elle que je pense à cet instant-là. C'est elle que j'aimerais le plus avoir à mes côtés en ce moment inoubliable de ma vie. Mais c'est impossible. Un nouveau sentiment se faufile comme une lumière dans l'esprit et le cœur. Je vis une nouvelle naissance. J'ai une nouvelle mère, la France. Comment ne pas considérer ainsi la terre qui m'a protégé, qui m'a offert la liberté de m'exprimer, qui m'a sauvé de la tyrannie et qui m'a donné ce cadeau, la citoyenneté. Du fait de la situation sanitaire, la cérémonie prévue à l'occasion de la remise de la carte d'identité a été annulée. Qu'importe, j'ai fait ma propre cérémonie avec mes amis. Certains sont nés ici, d'autres ailleurs. Nous sommes tous allés manger couscous, le plat préféré des Français. Nous avons trinqué avec du vin italien et écouté Rachida et Barbara. Voilà la France que j'aime. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous parle la langue arabe? Super. Ça m'arrange. Ah si, il y a Nouria. Il y a une personne qui parle un peu l'arabe ici. Mais parce que j'aimerais bien lire des poèmes. Vous êtes partant? Est-ce que quelqu'un a écrit de la poésie? Super. Vous voulez lire un poème? Non? Pas ce soir. Alors, je vais lire les derniers 80 poèmes. Non, c'est bon. Je vais lire 3 à 4 poèmes. Je vais lire en français et en arabe, comme ça personne ne comprend. Passage d'une nébuleuse. Chute de la lumière minérale des villes. Ô veilleur des étoiles, je n'ai pas émigré. J'ai laissé derrière moi la blessure du récit et derrière mon ombre les doigts brisés de l'enfant révolté. Dans le métal de la nuit, l'odeur de la poudre et le souffle de ma mère ont envahi ma bouche. Ne me fuis pas, veilleur. J'ai dans ma poche une vie poignardée et dans la tête l'image de la mort des miens, ainsi qu'une enfance en contrebande dans les miroirs. Mes instants sont comme ce livre blanc au fond d'un sac d'une mémoire trouée. Je rêve d'une nuit sans couteau, d'une étoile toujours en retard et de colombes ayant échappé à la guillotine. M'entends-tu, palmier? Mes ailes sont épuisées. Je tourne autour de joie emprisonnée et je chante au travers du silence des funérailles. Mon âme est kidnappée par cette matinée d'enfance, accrochée à tes bras pour toujours. Il ne me manque rien d'autre qu'une fleur palpitant dans les ruines et un baiser rescapé parmi les armes des fantômes. Je voudrais seulement voir la force de l'aube se refléter dans les yeux de mes frères. Je te salue, palmier. J'ai encore le souffle de ma mère dans mon sang et le visage d'un soldat inconnu. ما زلت أحلم بليل بلا سكاكين بنجمة لا تصل متأخرة وحمائم تهرب من المقصلة. هل تسمعينني يا نخلة جناحاي منهكان أدور حول أفراح سجينة وأغني في صمت العزاء. روحي مخطوفة بصباح طفولة معلق بين ذراعيك إلى الأبد. لم أعد أحن سوى إلى وردة تنبض في الخراب
إلى قبلة تنجو من أسلحة الأشباح أريد فقط أن أرى قوة الفجر تنعكس في عيون إخوتي سلام يا نخلة في دمي ما زالت تسرح أنفاس أمي ووجه جندي مجهول. Tel des météores, les jours volent vers l'étoile de l'Orient. Ta vie n'est qu'une flèche de soleil se faufile entre tes doigts exilés. Où est le cri accroché à la nuit de ton pays? Où sont les rires errant parmi les barricades? L'ogre du temps a tout dévolé, a tout dévoré. Nu face à l'infini, tu fréquentes l'absurdité, ta liberté, et te lèves ton verre à la santé de l'étoile de l'Orient. Ça va? Quand nous manque-t-il pour refaire la mer? L'écho de ton souffle défie le temps. Autour de nous, ni tueur, ni victime. Autour de nous, seulement le ciel à nouveau éveillé. Comme tous les jours, je bois mon café en attendant les mots. Après le départ des tyrans, j'écouterai les pas de mon père au bout du couloir de la vie et j'ouvrirai toutes les fenêtres pour sentir la distance qui a grandi dans le cœur. Rien n'aura changé. Arrivés chez les veilleurs du néant, nous avons dit adieu à la guerre, adieu aux portes de la ville, et nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines. Voici des repos colorés par l'aurore et par des larmes de joie. Nous avons traversé avec eux des ponts désolés. Les coquilles de nos mots ballottées dans les poches. Les phares nous font signe depuis la rive des blessures et dans nos artères on célèbre des montagnes. Comme bagnons de poussière et de lumière. À nous cette ville. À nous les rues que seul pourra combler l'empreinte de notre souffle sur la neige. Nous avons repoussé les murs du temps avant d'échanger nos fusils contre du blé et l'or du désert contre la rosée de l'errance. Et quand nous reviendrons dans le repère de notre premier amour, nous dédierons nos patronymes à l'ivresse des origines et ouvrirons nos poitrines à la mer. Ici, sur cette terre étrangère, rien d'autre que la nudité de l'existence, rien d'autre que ces moulins à vent. لم أعد أعرف إن بقيت لنا حكاية في المرايا أو طفل أخير. لنا حبر أبيض في الشرايين نعرفه لأننا نجهله. كلما نزفنا يولد صدى مجهول في رائحة ليل آذار بين البارود والدموع. حين أكبر سوف أصير نجمة يقول ثقب الرصاصة في الجسد. يكفي أن منفيا ينادي إخوته. كلما جرح المساء لا تفتحوا بالصدات ولا تسهروا مع الغيم حتى أعود. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au cœur des miroirs ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Et dès que nous signons, naît de nous un écho anonyme. Il se mêle à l'odeur de la nuit de mars entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons et de veiller tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour. Qu'un seul exilé appelle ses frères et le soir se blesse. Merci. Alors, on va
est-ce qu'on oui, encore une fois qu'on a commencé à l'heure et on doit finir à l'heure, vu qu'on est en Suisse, on a encore 15 minutes, et les dirigeants de la soirée m'ont dit qu'absolument, il faut finir à l'heure. Donc moi, j'aime beaucoup qu'il y aura d'avoir un échange. Si est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, moi, je suis bavard, je continue à parler, je m'en fiche. Quelqu'un a une question? Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour la lecture et des poèmes en particulier. Vous en avez lu en français et en arabe. Est-ce que c'est le même poème qui est traduit? C'est des poèmes différents. Et comment vous choisissez du coup la langue dans laquelle vous les écrivez? Alors, je vais vous mentir en disant que c'est les mêmes ou pas, mais comme personne ne parle l'arabe, peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Mais oui, absolument, ce sont les mêmes. Et en fait, c'est marrant parce qu'encore une fois, quand on écrit dans une nouvelle langue, vous savez, quand on parle dans une nouvelle langue, sa voix change, sa personnalité change. Eh bien, même la poésie aujourd'hui, je l'écris en français. Le dernier recueil que j'ai publié, c'était en mars dernier, ça s'appelle Damas, je te salue. J'ai écrit des poèmes en français, et puis je les ai traduits en arabe. C'est marrant, ça peut être un peu schizophrène de traduire des textes dans sa langue maternelle, mais c'est une aventure incroyable. Donc non, j'écris qu'en français, mais pour la poésie, j'aime bien traduire en arabe parce qu'il y a la sonorité de la langue que j'aime beaucoup. Oui. Mais pas les romans, bien sûr. Oui. Il y a le monsieur? Oui, la dame? Oui, pardon. Merci beaucoup pour votre façon de raconter avec comme un certain humour, une certaine distance. Alors moi, ce que je voulais vous demander, c'est qu'avec l'exil, est-ce que vous réussissez à réparer toutes les souffrances de la Syrie? Comment est-ce que vous arrivez d'un lieu à l'autre? En fait, d'abord, par rapport à l'humour, je pense qu'il faut résister, à mon avis, contre les événements les plus cruels avec une grande légèreté, avec une fluidité, avec une douceur. Et cette manière, il ne faut pas prendre parfois la vie au sérieux. Je pense que c'est une manière aussi de résistance. Et je pense, alors, par rapport aux blessures ou à la souffrance de la Syrie, on apprend, vous savez, comme si on apprend à vivre avec cette blessure. On sait très bien que les traumas de la guerre, on ne peut jamais, quasiment jamais, les rétablir ou les effacer. Mais d'un côté, quand on considère la perte et la souffrance comme un moteur de création, comme un espoir, d'ailleurs l'espoir c'est pas trop français, voyez, parce qu'on est très on aime bien, on est un peu déprimé en France. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue. On est un peu trop malheureux. Eh bien, et je pense que quand on considère la perte et la souffrance comme un moteur d'énergie, surtout quand on est engagé, moi tous les matins je me réveille, je me dis qu'aujourd'hui je dois être heureux parce que ça va emmerder Bachar al-Assad. Parce que si je suis triste, il sera heureux. Et moi, si je suis heureux, il sera triste. Donc c'est une manière aussi de résistance, oui, d'être heureux. Et il y a une phrase de Voltaire que j'aime bien, elle est un peu banale, mais j'aime bien, elle dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Eh bien, je pense qu'on vit avec les traumas et je pense que le plus important, quand on est loin, parce que ce qui se passe quand on est loin géographiquement, là, ça fait depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas rentré en Syrie et je vis personne de ma famille. Oh, ils ont tellement changé, et moi aussi j'ai changé, je ne suis plus la même personne, eux non plus. Oui. Eh bien, même, j'ai certains membres de ma famille qui ne vivent pas en Syrie, mais je ne les ai jamais vus encore. La Syrie a tellement changé, les endroits de l'enfance, les quartiers de ma première jeunesse, des études, etc. Tout ça, ça n'existe que dans la mémoire. Ça n'existe pas dans la réalité. Donc, on aime bien, on adore garder cette mémoire. Et personnellement, je la garde aussi à travers l'écriture. Ça m'intéresse beaucoup. C'est là écrire l'exil pour moi aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, on a une mémoire en colère, une mémoire qui résiste. Ouais. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'on doit vivre avec, on doit être habitué à ces questions en considérant la vie comme un événement qui mérite à vivre d'une manière ou d'une autre, en se concentrant sur les détails. Et personnellement, les détails m'intéressent beaucoup. La banalité du quotidien, vous voyez, un café, un verre, cet échange, une blague, ça donne une valeur à la vie à côté de l'écriture. C'est ça ce qui m'aide à vivre, bien sûr.
Bonsoir. Je Bonsoir. reconnais n'avoir pas pu m'empêcher de penser à Riyad Satouf quand vous vous êtes présenté et à l'Arabe du futur, parce que moi j'ai été très touchée par ce roman, ce roman autobiographique, voilà. Et je voulais savoir, puisque vous avez parlé si élégamment de votre rencontre avec le français, comment trouvez-vous une sorte d'intimité dans l'écriture, puisque ce n'est pas votre langue maternelle? Et je me permets de vous poser cette question parce que ma première rencontre avec la littérature francophone, c'est grâce à Kateb Yassine que je l'ai eue. J'adore, bien sûr. Et j'ai trouvé ça très beau parce que moi, je suis française. Et quand j'ai découvert Kateb Yassine, j'étais adolescente et j'ai éprouvé beaucoup de culpabilité parce que je venais d'un ancien pays colonisateur. Et ça m'a fait... comment dire, j'ai été touchée par votre rapport au français, qui n'était pas le même que Kateb Yassine, qui pensait que le français, c'était la gueule du loup. Et vous, c'est une nouvelle existence, si je peux me permettre. Justement, vous voyez, c'est par exemple, je pense que c'est une chance, et cela fait partie de la France, son ouverture vers le monde. Voyez. Effectivement, on a une histoire atroce de la colonisation, en France et ailleurs. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut vraiment sortir de cette histoire. C'est un autre sujet, bien sûr. Mais en considérant la langue française comme une langue, et pas en loin de son histoire colonialiste. Peut-être. Alors, l'histoire avec l'Algérie, ça n'a rien à voir avec la Syrie, bien sûr. L'Algérie a vécu une colonisation horrible et atroce, et 130 ans, était traité comme un département français. Alors, Kateb Yassine, il est né dans la francophonie. Et moi, j'adore son écriture et j'adore son côté révolte, d'ailleurs. Et ce n'est pas pareil. Alors, la littérature francophone, c'est immense. C'est une chance, et pour la France, et pour les autres, je pense. Le travail des auteurs qui écrivent en français, venant d'ailleurs, c'est de rétablir, c'est de construire des ponts entre les peuples, de la tolérance, afin que ces liens ne soient plus entre colonisateurs et colonialisés. Non, on sera des êtres humains, enfin, voyez, pour nourrir l'esprit des autres, pour nourrir peut-être la paix, ou afin que le monde soit moins cruel à travers la littérature. Et moi, je trouve que c'est formidable. C'était quoi la question? Non, je rigole. J'avoue, non, c'était sur... non, alors, oui, j'ai un petit peu brodé, non. C'était sur comment parvenez-vous à trouver une sorte d'intimité avec le français? Je pense d'ailleurs l'écriture, en général, pour moi, elle doit raconter quelque chose d'intime. Et d'ailleurs, premièrement, quand j'ai commencé à écrire en français, je me sentais beaucoup plus libre parce que malheureusement, la langue arabe est une langue magnifique, mais est toujours liée avec ma mémoire. J'ai grandi dans cette langue, dans un monde horrible. D'un côté, j'étais intégriste par rapport à ma famille, parce que je viens des parents salafistes, très fanatiques même. Et du côté, si vous voulez, on a grandi chez le Barti Bas. C'est le Barti Bas en Syrie, et c'est un parti arabiste nationaliste. C'est-à-dire que la langue arabe doit être sacrée, et on était forcé à parler l'arabe al-Fusha, l'arabe littéraire depuis qu'on était petit. Donc, obliger les gens à parler de cette langue dans l'intolérance et dans la dictature. Donc, elle a des références dures, cette langue, dans ma mémoire. Mais en français, je me sens beaucoup plus libre. Ça, c'est ce qui m'encourage peut-être à raconter cette intimité. Et d'un autre côté, ça fait partie de moi, que je pense que l'écriture, à travers elle, si je ne dévoile pas un côté intime de moi, ce n'est pas la peine d'écrire. Voilà. Merci. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous allez écrire maintenant? Un roman? Oh là là. C'est un secret d'État. Non, je rigole. En fait, c'est un roman sur le retour. Vous savez, au bout d'un moment, on aime beaucoup revenir à son pays. Parce qu'en fait, ce que j'ai écrit en français en France, c'est que mon premier livre, Le Petit Touriste, c'était sur l'adolescence en Arabie Saoudite, puis un roman qui s'appelle Le Dernier Syrien, sur tout ce qu'on a vécu en Syrie, comme dans cette amitié, ces liens humains dans la révolution et dans la guerre. Plus tard, j'ai écrit un roman qui s'appelle Une chambre en exil sur une ville en France, qui s'appelle Bobigny, à côté de Paris. Et après, il y avait ce livre Être français. Alors là, je suis français. Donc c'est comme un récit. Aujourd'hui,
il voudrait écrire sur ce retour incroyable sur son pays d'origine, et en visualisant tous les changements pendant ces 12 ans. Alors, figurez-vous que le premier pays que j'ai visité après avoir obtenu la nationalité française, c'était le Liban, pour être proche de la Syrie, pour voir la Syrie même de loin. Je me suis rapproché, j'ai pris la voiture d'un ami, on est parti de Beyrouth vers le nord du Liban, et j'étais à 15 minutes des frontières. C'est-à-dire, dans 15 minutes, je peux être dans mon pays d'origine, mais c'était impossible parce qu'il y avait un checkpoint de régime d'Assad. Et si on continuait en voiture pour 2 heures, je pouvais voir ma mère, mais c'était impossible. Donc c'est une image complètement surréaliste. Et c'est de cette manière, je peux dire, qu'on est condamné à être exilé. Donc ce roman est sur cette idée, sur le retour au Proche-Orient. Et c'est un roman d'autofiction, parce qu'il y a aussi un côté policier là-dedans, que j'aime bien. C'est la première. Moi, j'aime bien essayer les nouvelles choses. Et c'est sur un retour au Proche-Orient. Voilà. Je ne dis pas plus. Vous nous avez rappelé que le français et l'arabe sont 2 langues très, très différentes, ce que je crois volontiers. Comment pouvez-vous parler de traduire, surtout votre langue première, c'était quand même l'arabe. Dans quel sens pouvez-vous parler de traduire un poème que vous avez écrit en français, ou imaginé en français, en arabe? Dans quel sens est-ce que c'est une traduction et pas un nouveau poème que vous écrivez? Moi, j'aime bien parler des traductions. Vous voyez, par exemple, on peut lire des poèmes. Vous voyez, j'ai lu Paul Éluard et Aragon et même Albert Camus en arabe. Quand j'étais encore très jeune, j'avais 18 ans. Et il y a plein de versions de la poésie de Paul Éluard et d'Aragon en arabe. C'est-à-dire, la traduction, on peut trouver une traduction complètement différente de l'autre, dans le même sens. Donc, traduire la poésie, c'est vraiment pas évident, c'est très compliqué. Il y a certaines poésies, on ne peut jamais le traduire. Une fois qu'on le traduit, comme si on perd le sens, vous voyez, d'un poème. Parce que certaines poésies sont tellement attachées aux métaphores, aux images, tellement uniques dans cette langue et n'existent pas ailleurs. Mais personnellement, pour les poèmes que j'écris, ne sont pas si attachés peut-être aux métaphores français, voyez. Et d'un autre côté, je ne traduis pas le mot à mot, pardon. C'est-à-dire, je traduis peut-être l'image, je reconstruis le poème en arabe en gardant les mêmes phrases, mais les mêmes idées, le même sujet, mais je peux changer. Et de cette manière, je me sens libre. Mais effectivement, ce n'est pas évident. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de traductions et ce n'est pas toujours possible de traduire un poème. Par exemple, Balzac, c'est très difficile de traduire en arabe. Moi-même, en français, je ne peux pas lire Balzac. Ouais. Est-ce que quelqu'un parmi vous est déjà allé au Proche-Orient? Au Moyen-Orient? Non, Philippe, je sais. Vous êtes allé où? Oui. Qu'en pensez-vous de la Syrie? C'était quelle année d'ailleurs? Oui, les années 90, 80? Oui, c'était 2000 et 2010. D'accord. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un a une question d'ailleurs? Oui. Oui, j'ai bien aimé la Syrie. Je l'ai visitée en 98. Oui. J'ai visité la Syrie en 98. Je suis resté une semaine à Damas. Puis je suis allé à Palmyre. Ensuite, je suis monté sur Homs, que j'ai beaucoup aimé, notamment le restaurant avec la grande roue où les enfants montaient dessus pour plonger. Ouais. Homs, c'est la ville de ma mère. Et j'ai fait mes études à Homs. C'est au centre de la ville que j'ai préféré, c'était Alep. Ouais. Malheureusement, il est détruit. Vous savez, Alep, malheureusement, c'était pendant la bataille de 2018 entre le régime et l'armée libre et les islamistes. Cette ville incroyable, cette ville à travers laquelle la route de soie traversait depuis la Chine vers l'Europe, à une période, c'était la capitale de commerce du monde. Et c'est une ville magnifique. Plus que la moitié de cette ville est détruite aujourd'hui, et surtout par l'armée russe. Oui.
parce que c'est les Russes qui ont vraiment sauvé le régime de Bachar el-Assad, et les victimes étaient Alep, étaient Homs, étaient Palmyre, évidemment. Vous savez, aujourd'hui, les musées de Palmyre, les musées les plus historiques, qui datent de plus que 5000 ans, comment on les utilise? Ce sont les soldats russes qui dorment là-dedans, qui jettent leurs chaussures, leur matériel, machin. Ils les considèrent un musée comme un hôtel, oui, pour les soldats. Alors, je pense qu'il y a un buffet. Et on va prendre un verre. Ouais. Ça fait partie de la soirée. Donc, je vous invite premièrement à attaquer le buffet, c'est le plus important, mais aussi, il y a mes livres qui sont au haut. N'hésitez pas à choisir les livres, sinon on ne sort pas vivant. Non, je vais choisir, faites tout ce que vous voulez. Et on va se retrouver au haut. Merci beaucoup. Et ça fait vraiment un grand plaisir de passer ce moment avec vous. J'ai fini alors. J'ai fini alors.